De l'eau dans le gaz dans le couple franco-allemand, alors qu'Emmanuel Macron rencontrait ce mercredi le chancelier Olaf Scholz. Après l'annulation du Conseil des ministres communs, Berlin semble s'émanciper du joug européen. Une tendance que Paris aurait pu avoir l'intelligence de tourner à son avantage. Décryptage. Le torchon brûle dans le couple franco-allemand. Alors qu'outre-Rhin, on préfère évoquer un tandem pour évoquer un couple qui n'existe que dans les fantasmes français. Les roues semblent à l'arrêt et le cycle est en passe de s'écrouler. En effet, depuis les pluies de sanctions européennes contre la Russie après le 24 février dernier, l'Allemagne essuie une bonne part des conséquences. En premier lieu, la fin des approvisionnements en gaz. En effet, Berlin était le plus gros acheteur européen de gaz russe. Preuve en étaient les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient les deux pays en passant sous la Baltique. Depuis, en septembre dernier, des sabotages en chaîne ont entériné la fin des échanges gaziers, des sabotages plus ou moins revendiqués. Si la Russie envahit, franchit la frontière ukrainienne une nouvelle fois, eh bien, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Si l'attaque des gazoducs semble bien signer Furax, tout porte à croire que l'Allemagne a assez peu goûté la blague qui vise à l'empêcher de renouer avec la Russie pour son gaz. Un coup de semonce qui a pu fâcher le très consensuel Olaf Scholz. En effet, ce dernier a dû dégainer un plan de 200 milliards d'euros aux particuliers et entreprises en Allemagne face à l'envolée des prix. Une décision prise sans concertation avec Bruxelles qui pourrait même engendrer une concurrence déloyale au sein de la communauté. Dans la même veine, Berlin développe son matériel de défense et prend des distances avec l'armement européen. Ainsi, pour son bouclier antimissile, l'Allemagne pourrait retenir une technologie israélienne à la place de la française. De quoi appuyer les différends. Le chancelier était toutefois ce mercredi à Paris pour renforcer, nous dit-on, les partenariats franco-allemands. Un élément de langage pour cacher les fritures sur la ligne entre les deux pays. En vain. En effet, c'était initialement un conseil des ministres communs qui devait se tenir et la rencontre entre Scholz et Macron est bien un pis-aller. En réalité, si on se rappelle que le fameux couple franco-allemand était essentiellement porté par Angela Merkel face à l'insipide François Hollande lors du début de la guerre en Ukraine en 2014, le successeur de la chancelière a eu tendance à laisser gouverner la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour lui. Une sacrée mauvaise pioche pour une femme qui montre chaque jour ses velléités belliqueuses à la sauce otanienne sur le dossier ukrainien, le tout après une gestion du Covid fort douteuse. C'est également un bien mauvais calcul vis-à-vis du peuple allemand, auprès duquel von der Leyen était très impopulaire après son mandat de ministre de la Défense pour lequel, là encore, elle est accusée de corruption. Ainsi, depuis quelques semaines, Scholz semble avoir appris à lire. Le chancelier a clairement marqué ses distances quant aux décisions européennes, notamment concernant la mutualisation des achats de gaz à la manière de la très efficace organisation pour les vaccins. Un premier signal mutin qui n'a pas été cinglé par Bruxelles, mais par Paris. En effet, le président Macron, viscéralement obsédé par l'UE, au détriment de cette France qu'il juge sans culture, semble vouloir jouer les donneurs de leçons. Un nouvel effritement de l'utopique couple franco-allemand qui n'a finalement existé que grâce à l'image de Mitterrand et Kohl se donnant la main à Verdun en 1984. Reste toutefois que l'on est atterré de voir la réaction française à la récente prise de distance allemande vis-à-vis de Bruxelles. En effet, alors que la politique européenne est ouvertement toxique ces derniers temps pour notre pays, Paris aurait pu faire le choix de prendre la roue de Berlin, créant de fait ce quasi-imaginaire couple franco-allemand pour s'émanciper de l'UE. En effet, quand Olaf Scholz ose affirmer ouvertement qu'il faut éviter tout conflit ouvert entre la Russie et l'OTAN, le chancelier prend acte de la situation dans laquelle l'Ukraine sert avant tout de terrain de jeu de pouvoir américain. De quoi ouvrir une voie pour faire entendre une ligne diplomatique œuvrant enfin pour la paix. Mais c'est le choix inverse que fait Emmanuel Macron, celui d'être plus bruxellois que Bruxelles et von der Leyen réunis, enfermant encore un peu plus notre pays qui n'a guère brillé par sa politique de non-alignement et sa qualité diplomatique dans une vassalisation nuisible. Une démonstration que le problème vient davantage du personnel politique voué aux intérêts étrangers qu'aux institutions elles-mêmes, qu'elles soient nationales ou supranationales. Tandis que l'Europe n'en finit pas de se débattre au milieu de la crise énergétique et économique, la Hongrie de Viktor Orban continue, elle, de jouer son rôle de trouble-fête en s'efforçant de mener bruyamment une politique énergétique différente de ses partenaires européens, un sujet de nos correspondants en Europe centrale.
Sans grande surprise, le Conseil européen du 20 octobre n'a pas abouti sur de grandes solutions en ce qui concerne la crise énergétique sans précédent que traverse l'Union européenne. Les risques de pénurie, mais surtout l'explosion du coût de l'énergie pour les foyers et les entreprises n'ont toujours pas trouvé de réelles solutions, alors que la quasi-totalité du continent européen s'apprête à prochainement cesser d'importer les matières premières énergétiques en provenance de la Fédération de Russie. En effet, les chefs d'État et de gouvernement européens sont uniquement parvenus à se mettre d'accord sur l'intégration du GNL, le gaz naturel liquéfié, dans les tarifs du gaz, entraînant une potentielle baisse du coût de ce dernier. En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur le plafonnement des prix à l'achat de l'énergie, l'Allemagne et les pays nordiques craignant que les fournisseurs cessent purement et simplement leur livraison. Alors que ces industries ferment ou pensent à partir aux États-Unis, l'Allemagne s'efforce d'éviter une pénurie énergétique qui serait fatale à son appareil productif. Mais la première puissance économique européenne est également tiraillée entre son gouvernement, où les Verts sont en force et veulent à tout prix faire avancer l'agenda carbone, et le lobby industriel qui veut éviter le naufrage de l'industrie allemande. Pendant ce temps, plus à l'est, la Hongrie de Viktor Orban n'en finit pas de critiquer les sanctions contre la Russie et de dénoncer le désastre économique qui va frapper l'Europe, Hongrie incluse. Le gouvernement hongrois vient en effet de lancer une consultation nationale de ses citoyens et une campagne d'affiches où les sanctions sont représentées par une bombe. Il est vrai que même si la Hongrie dispose actuellement d'approvisionnement énergétique assuré, l'explosion du coût de l'énergie a un effet désastreux sur la monnaie hongroise, sur l'inflation, et les fermetures d'établissements publics ou d'entreprises se multiplient, en Hongrie comme ailleurs en Europe. Le questionnaire envoyé aux citoyens, constitué de 7 questions, demande notamment aux Hongrois s'ils souhaitent que les sanctions contre la Russie soient appliquées au pétrole, au gaz, aux matières premières, au combustible nucléaire, à la centrale nucléaire de Paks en Hongrie qui est gérée par l'entreprise russe Rosatom, ou encore au tourisme. Selon Ferenc Almasi, l'objectif de cette consultation répond aussi bien à des buts de politique interne qu'internationale. Alors ce n'est pas la première fois que Viktor Orban et son gouvernement lancent une consultation nationale. C'est même quelque chose d'assez habituel en réalité, de récurrent, puisque les consultations nationales sont un des piliers de la stratégie de Viktor Orban. Il s'agit là, avec la consultation nationale, de donner une légitimité à un certain combat politique qu'il va pouvoir mener aussi bien au niveau national qu'à l'international, en particulier au niveau de l'Union européenne. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense sur les réponses qui vont être données à des questions qui sont formulées de manière binaire, c'est-à-dire qu'il faut répondre par oui ou par non, à une affirmation faite par le gouvernement. On pourra toutefois s'étonner que la Hongrie critique fortement des sanctions qu'elle a elle-même votées lors des différents conseils européens, même s'il est vrai qu'elle est parvenue, avec d'autres pays centre-européens, à obtenir une exception en raison de sa forte dépendance à l'importation de matières premières russes. Il y a là aussi il y a de la diplomatie qui est en jeu. Il y a le fait que la Hongrie toute seule ne voulait pas s'opposer frontalement aux sanctions, au risque d'avoir encore plus de conséquences néfastes que ce que les sanctions apportent à la Hongrie. Donc c'est un travail d'équilibriste pour Viktor Orban, comme d'habitude, puisqu'il ne faut pas oublier que la Hongrie est un petit pays. Et donc c'est pour ça que la Hongrie a besoin d'outils, aussi modestes soient-ils, mais comme cette consultation nationale, qui peut permettre d'avancer l'argument démocratique pour s'opposer aux sanctions. Même si les marges de manœuvre de la Hongrie sont donc très limitées, cette dernière s'est offert une petite effronterie à l'endroit des sanctions décidées à Bruxelles, en annonçant la construction d'un oléoduc entre la Hongrie et la Serbie, plus précisément entre Oldje et Novi Sad. Il s'agira en effet de l'extension de l'oléoduc Druzhba, le plus grand oléoduc du monde, qui achemine depuis l'Oural du pétrole russe jusqu'en Allemagne et en Hongrie. Or, selon les termes du 6e paquet de sanctions pris contre la Russie en juin 2022, l'exception accordée aux pays dépendants de cet oléoduc n'a vocation qu'à être temporaire. Le projet serbo-hongrois de l'étendre constitue donc clairement un pied de nez à cette exception. Quant à Viktor Orban, qui tenait ce dimanche 23 octobre un discours commémoratif de la révolution anti-soviétique de 1956, il ne mâche franchement plus ses mots, parlant de ceux qui tirent sur la Hongrie, cachés dans l'ombre, quelque part depuis les miradors de Bruxelles, tout en invitant les Hongrois à ne pas s'en préoccuper excessivement, car il leur prédit un sort similaire à leurs prédécesseurs, établissant ainsi une comparaison à peine voilée entre l'Union européenne et le bloc soviétique. Avec ou sans énergie, il ne fait vraiment aucun doute que l'hiver politique européen sera électrique.